Nicolas Girard, qui est PUPH de cardio et qui s'occupe du CIC à Nancy et qui est quand même bien spécialisé sur l'insuffisance cardiaque aiguë et notamment la congestion. On avait eu l'honneur de t'avoir il y a déjà quelques semaines sur la congestion et le pronostic d'insuffisance cardiaque. Tu avais commencé à parler d'échographie pulmonaire et donc on était très attiré pour avoir la suite. Et donc, l'objectif du jour, c'était que tu nous fasses part de ton expertise en mode pratico-pratique et puis les études aussi pour comment on peut faire, nous, au lit du malade. À Toulouse, on est au tout début. Donc, on sera très content de ta présentation. Merci à toi, en tout cas. Super. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je m'aperçois que c'était le mauvais cours là qui s'était affiché. Voilà. Donc, Nicolas Girard, effectivement cardiologue à Nancy. Ça fait un peu plus de 10 ans que je m'intéresse à l'échographie pulmonaire, outil qui initialement intéressait plus les néphrologues que les cardiologues. On va voir brièvement pourquoi. Et l'objectif, c'est surtout que vous voyez un certain nombre d'images et que vous puissiez du coup vous sentir suffisamment à l'aise pour commencer à intégrer cette pratique dans votre prise en charge ou dans votre pratique échographique, on va dire, hein, puisque ça peut être le prolongement d'une échocardiographie standard, finalement, l'échographie pulmonaire. C'est surtout le prolongement, à mon sens, de l'examen clinique, puisque c'est vraiment extrêmement rapide à réaliser, beaucoup plus qu'une échocardiographie. Voilà, donc très bref rappel sur l'échographie pulmonaire, qui est Cocorico, quelque chose de français, publié en premier par Liechtenstein il y a déjà 25 ans maintenant, sur des patients réanimatoires, où il a trouvé que quand les lignes étaient, alors je vais mettre le petit pointeur pour que vous voyez mieux, verticales, c'était de l'insuffisance cardiaque aiguë, la cause de la dyspnée. On a trouvé ensuite que les lignes B mesurées en échographie pulmonaire étaient très associées aux pressions artérielles pulmonaires systoliques en cathé droit, que ce soit ici sur des patients en pré-transplante ou sur des patients beaucoup plus tout venant sur des données de Rennes. Sur le plan physiopathe, ça correspond aux lignes de Kerley B qui sont une accumulation d'eau dans les septa pulmonaires, hein, donc finalement les limitations d'unité fonctionnelle pulmonaire. Et sur le plan échographique, hein, de l'eau dans de l'air, donc en gros ce qui crée le signal de l'écho dans la kryptonite de l'écho, ça fait un artefact. Et c'est pour ça qu'on voit des lignes aussi bien définies, des lignes laser, voilà. Et il y a un côté quantification de l'échographie pulmonaire qui, certes, n'est pas une mesure à proprement parler, mais voilà, ça va c'est tout noir, c'est parfaitement normal, c'est tout blanc, il y a de la flotte partout, à entre les deux, et on peut quantifier cette entre les deux. On le verra ensuite. Pourquoi c'est particulièrement important? Eh bien, parce que le diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë est souvent manqué, même avec les outils actuels, hein, de l'ordre d'un patient sur 4 qui a une insuffisance cardiaque aiguë n'aura pas son diagnostic aux urgences et va errer un peu dans l'hôpital. Et sa probabilité de décès, quand on ne fait pas de diagnostic tôt, est multipliée par 3. Donc, je suis vigoureusement en faveur d'une approche plus documentée des patients admis pour dyspnée aiguë pour identifier l'insuffisance cardiaque aiguë. Et c'est clairement l'insuffisance cardiaque aiguë qui est le plus dur à diagnostiquer dans un contexte d'urgence. Alors, j'ai perdu le déroulé des slides. Oui, ce qui est recommandé d'ailleurs, comme c'est particulièrement difficile par la recommandation de 2015 d'Alexandre Mebasa, c'est de traiter partiellement à l'aveugle, hein, même si on n'a pas de certitude diagnostique, ce qui pose quand même des soucis. Hein, aller mettre des vasodilatateurs à un patient qui est en décompensation de BPCO et qui est déjà vasodilaté, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Raison pour laquelle, bon sens pas de chez vous, autant documenter avant d'avoir le résultat du BNP par l'échographie pulmonaire. Ça a été montré dans un bel essai clinique qui est resté de façon assez surprenante, très peu connu dans le monde cardiologique. Ça divise par 3 la probabilité de se tromper quant au diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë. Alors ça, c'est vrai aux urgences, mais c'est vrai aussi, à mon sens, dans un contexte cardiologique, hein, parce que bon, traité par des diurétiques, un début de pneumopathie, ça nous arrive quand même encore. Donc, je pense que faites d'être complètement certain que l'aggravation qu'on voit du patient est bien liée à une aggravation d'insuffisance cardiaque est tout à fait d'actualité dans un secteur cardiologique.
Vous allez me dire qu'on a déjà l'échographie pulmonaire. Alors là, je vous ai montré des choses les dernières fois. Je vous remonte quand même ce papier-là cette fois-ci, parce que il y a quand même l'Ancelotti. Bon, on pourra difficilement lui dire que c'est un anti-échocardiographie. Et bah, dans le projet européen Eurofeeling, avec plein de centres un peu partout en Europe, il trouve que l'algorithme qu'on utilise actuellement pour évaluer les pressions gauches, les pressions de remplissage gauche, ont une accuracy de 56%. Donc, une chance sur deux, c'est 50%. Donc, 56%, c'est un peu plus que le hasard, mais marginalement plus. Raison pour laquelle je vous enjoins fortement à rajouter l'échographie pulmonaire à la fin de votre échocardiographie pour aller au-delà de l'algorithme actuel de mesure des pressions de remplissage. Ce papier, je l'ai déjà montré le cours d'avant, mais enfin, quand même pour rappel, c'est la corrélation entre l'algo et les pressions mesurées dans le VG, c'est 0,17. L'échographie pulmonaire, c'est 0,6. Vous faites 4 fois mieux en mettant 2 minutes d'échographie pulmonaire à la place de vous enquiquiner à faire la métrique de l'algorithme d'échocardiographie. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des prérequis et je vous aurai motivé, j'espère, à apprendre l'échographie pulmonaire pour être meilleur. Donc, comment apprendre l'échographie pulmonaire? Le but du jeu, c'est de le faire ça aujourd'hui et que vous l'intégriez avec pratique. Pourquoi? Parce que les externes formés 1 heure font quasiment aussi bien que des médecins experts. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez apprendre pendant 1 heure à quelqu'un et qu'il maîtrisera quasiment comme un expert, mais l'échographie pulmonaire en fait partie. Il faut quoi pour faire une échographie pulmonaire? Il faut un échographe quand même, c'est pas magique. Performant de réforme, c'est pas important, standard, portable, ultra portable, ce que vous voulez. Quelque part, plus c'est résistant, plus il y a de filtres, pire c'est, parce que je vous rappelle qu'on image de l'artefact quand on fait de l'échographie pulmonaire. Donc, faut parfois diminuer un peu les filtres dans les tout derniers appareils pour qui les artefacts, de fait, sont l'homme à abattre. Voilà, vous pouvez utiliser une sonde cardiaque, microconvexe, une sonde vasculaire quand vous utilisez un scan extend, et c'est génial avec le programme pulmonaire, une sonde abdo, ce que vous voulez, tout ce qui donne des images échographiques. Alors souvent sur une sonde d'écho-cœur, il faut diminuer un petit peu le gain pour vraiment que le contraste soit suffisant, la profondeur à 10-15, mais voilà, c'est pas la peine, c'est pas de la spéléologie. Et puis vous avez un réglage pulmonaire qui est disponible dans la plupart des échographes, mais qui n'est pas indispensable, sauf pour dans mon expérience en tout cas, pour le VScan Extend, où le réglage fait par GE est vraiment génial. Voilà, donc si vous avez 8 000 € à dépenser, investissez dans un VScan Extend. Donc le positionnement de la sonde, deux façons de faire. Parallèle aux côtes, c'est à la source cardiologique, ou perpendiculaire aux côtes. L'intérêt de perpendiculaire aux côtes, c'est que vous aurez un cône d'ombre pour les côtes, et du coup, vous êtes sûr que ce qu'il y a entre les cônes d'ombre, c'est du poumon. Vous êtes a priori cardiologue dans l'auditoire, et du coup, à l'aise avec une sonde d'écho, et du coup, vous pourrez très bien utiliser cette méthode, à mon sens, parce que il y a peu de chances que vous vous mettiez en face d'une côte, vu votre dextérité via votre expérience cardiologique. Dans une méthode perpendiculaire, on voit des côtes de chaque côté, avec des cônes d'ombre derrière. Les ultrasons ne sont pas encore capables de passer à travers le calcium. Et au milieu, vous avez du coup du poumon, avec la plèvre qui est un peu plus basse que les côtes, c'est normal. Et ici, voilà. La plèvre, il faut l'imager. Et probablement, même si vous avez déjà touché un peu à l'échographie pulmonaire, vous avez un peu bypassé cette étape. Regardez bien ces images. Ça, c'est de la plèvre en mouvement respiratoire. Je vous rappelle que la plèvre, son rôle, c'est de faire glisser le poumon sur la surface du thorax. Et effectivement, ici, on voit une espèce de scintillement de cette ligne qui apparaît pas complètement clairement pour des raisons de débit probablement de votre côté et d'ordinateur qui rame un peu de mon côté en gérant la retransmission de la vidéo. Mais c'est pas un long fleuve tranquille. Vous voyez un mouvement ici qu'on appelle scintillement ou sliding, qui est à vérifier.
car quand la plèvre est collée, et ça peut arriver dans le cadre d'un processus inflammatoire, eh bien, ça peut vous donner un argument pour une infection pulmonaire. Ça vous donne aussi un critère de qualité. Le fait de voir la plèvre qui scintille, eh ben, vous êtes sûr que c'est une plèvre. Hein, une côte, ça ne va pas scintiller, hein, ça bouge, ça ne bouge pas, c'est pas deux micro-feuillets qui glissent l'un sur l'autre. Donc, c'est un critère de qualité de votre échographie. Alors, première boucle à interpréter. Pour que ça soit accessible pour ceux qui verront la vidéo sur YouTube, je laisserai un petit temps de réflexion, ou autrement, vous mettez sur pause la vidéo afin d'avoir un temps de réflexion. Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Alors, l'interprétation, c'est, eh bien, on voit bien une plèvre en haut qui scintille, donc qui n'est pas collée. On ne voit pas de grandes lignes laser qui bougent au cours d'un cycle respiratoire. Et en plus, on voit ici une ligne A, une ligne horizontale, qui vous indique qu'il n'y a pas d'eau dans le poumon. Donc, le sliding, c'est bon. Vous avez un tout petit cône d'ombre ici. Bon, c'est pas bien grave. Vous avez une ligne A ici. Il n'y a pas de ligne B. C'est une enfin, c'est une zone d'écho pulmonaire normale. Deuxième image. Je vous laisse quelques secondes. Voilà. Bon, on voit assez bien que ici et ici apparaissent un hypersignal, apparaissent des grandes lignes laser qui bougent. Il s'agit du coup d'une écho anormale. À ce stade, ça vous suffit. Hein, vous voyez des lignes B. A priori, il y a un problème. Troisième image. On voit bien ici un signal qui apparaît de façon assez évidente. Et là encore, c'est anormal. On voit d'ailleurs trois lignes apparaître comme ceci. Et donc, vous pouvez avoir un scoring à 3 pour cette zone pulmonaire. Une autre boucle qui a du mal à se charger. Eh bien, vous voyez que là, c'est très chargé. Hein, des lignes B qui se baladent un peu partout. Et on commence à toucher à la limite du système de quantification ligne à ligne. Puisque quand les lignes sont larges ou quand il y en a beaucoup, eh bien, les compter devient à peu près impossible, raison pour laquelle il faut changer de modus operandi, raisonner en surfacique. L'esprit humain est assez bien fait pour ça. Il y a plein de choses où on n'est pas bien équipé, mais ça a été bien programmé par la nature. L'intégration d'une surface au cours du temps, finalement, on le fait relativement facilement. Et vous calculez finalement la surface de l'écran qui devient blanc au cours d'un cycle respiratoire. Ça peut paraître assez peu précis comme façon de fonctionner, mais ça marche globalement très bien. La reproductibilité de l'échographie pulmonaire est excellente. Donc là, par exemple, dans cet exemple, vous avez à peu près 30-40% l'écran qui devient blanc au cours d'un cycle respiratoire. Donc pour cette zone respiratoire, votre scoring, ça va être 3 à 4 sur 10. C'est un scoring semi-quantitatif, c'est pas incroyablement précis, hein, c'est pas précis à 0,1 près, c'est déjà unité par unité, et puis il peut y avoir des différences entre les opérateurs. Mais comme vous allez imager plusieurs zones du poumon, le score final est relativement reproductible d'un patient à l'autre, même extrêmement reproductible. Là, on est sur des R à 0,9 habituellement dans les études de repos en écho pulmonaire, ce qui n'est pas le cas de la FEVG, hein, par exemple. Allez, on se refait une petite image. Bon, bah, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui apparaissent. Alors là, j'aurais pas forcément réglé le contraste exactement comme ça, mais bon, pendant une dyspnée aiguë, des fois, bah, voilà, hein, vous avez des images qui sont perfectibles, c'est pas grave. Autre image ici, où vous voyez bien que le raisonnement surfacique est important. Hein, vous avez toute cette zone-là centrale qui devient blanche au cours du cycle, et puis il n'y a que les extrémités qui restent noires. Donc vous êtes sur un score d'au moins 5-6. Alors, bon, maintenant vous êtes à peu près au point pour faire des lectures point par point, on va dire.
Je vais maintenant vous parler un petit peu plus de l'intégration de ces différentes mesures. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Alors, il y a des vieilles recommandations, vieilles, qui ont 10 ans, là, issues principalement des urgentistes sur l'échographie pulmonaire. Ce qui est recommandé, c'est de faire du 8 zones. Hein, donc, on coupe en 4 le poumon, enfin l'hémithorax droit, on coupe en 4 l'hémithorax gauche, et puis on va raisonner dans ces 8 zones pulmonaires. Et puis pour avoir un diagnostic de congestion pulmonaire, d'insuffisance cardiaque aiguë, il fallait avoir 2 zones positives d'un côté, 2 zones positives de l'autre. C'est un très bon examen de débrouillage et qu'on nous proposait à l'époque. Il y a la méthode de 28 points ou 28 zones, qui était pour de la quantification fine. J'aurais une approche un petit peu différente de ces recommandations suite à un travail qu'on a mené aux urgences et publié dans Chest il y a 2 ans. On a comparé toutes les façons de faire. On a fait du 28 points chez les patients admis pour dyspnée aiguë, d'étiologie non claire après l'évaluation clinique et les examens. Et chez ces patients les plus difficiles, du coup, on a appliqué l'échographie pulmonaire et on a comparé toutes les façons de faire qui existent. 28 points, 4 points, 6 points, 8 points, 8 points avec des zones fixes ou en allant chercher le plus haut score, etc. Toutes les façons de faire. Ce qui ressort, c'est que la méthode qui fonctionne le mieux, c'est la 8 points fixe, comme celle-là. Deuxième espace intercostal collé au sternum, deuxième espace intercostal en axillaire antérieur, quatrième espace intercostal collé au sternum, quatrième espace intercostal en axillaire antérieur. Vous faites pareil de l'autre côté. Et c'est là où vous avez la valeur ajoutée la plus importante de l'échographie, en plus du score clinique de probabilité d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, c'est probablement cette méthode-là qu'il faut retenir, plus qu'une méthode qui va chercher ici, hein, qui est un peu moins spécifique, où c'est toute une zone qui est explorée. Par ailleurs, c'était avec une seule zone positive par hémithorax. Donc, vous voyez qu'on diminue un peu le seuil de positivité, mais c'est ça qui est clairement le plus rentable dans les analyses réalisées. Et il n'y a pas d'autre étude pour l'instant qui ait fait ce genre d'approche un peu maximaliste, hein, de comparer toutes les méthodes possibles et imaginables. Voilà. Alors, comment diagnostiquer une insuffisance cardiaque aiguë avec l'échographie pulmonaire? Finalement, ça va être rapide. Hein. Vous posez votre échographe sur le poumon, vous voyez ça, vous avez le premier côté qui est positif. C'est même pas la peine d'aller vérifier à un autre endroit. Vous allez poser de l'autre côté, c'est positif, ou vous avez au moins 3 lignes B. Et vous avez fait votre diagnostic. Si vous voulez confirmer, vous pouvez faire plus d'enregistrements que ça, mais quelque part, vous mettez d'un côté et de l'autre, vous voyez des lignes B partout, c'est gagné. Donc, c'est extrêmement rapide. Alors, quels sont les diagnostics différentiels? En BPCO, habituellement, on voit rien. Pour une pneumopathie, eh bien, vous pouvez avoir des condensations, hein, ça ressemble un peu à du foie, donc c'est pas très normal d'avoir du foie à la place du poumon. Ou vous pouvez avoir des lignes B, mais qui sont focalisées, souvent unilatérales ou patchy, hein, enfin, vraiment sur une zone vraiment localisée, parce que c'est un processus infectieux localisé. Dans de rares cas, vous pouvez avoir des pneumopathies bilatérales interstitielles, mais souvent vous n'avez pas de sliding. C'est particulièrement vrai pour le Covid, hein, qui donnait initialement des draps, hein, dans les formes les plus sévères initiales, qui donnait beaucoup d'atteintes pulmonaires qu'on identifiait en échographie pulmonaire, mais avec des anomalies pleurales, une absence de sliding, des condensations sous-pleurales, enfin des choses différentes de ce que je vous ai montré. Hein, même s'il y avait des images en échographie, c'était quand même très différent. Deuxièmement, c'est comme pour la radiographie pulmonaire, hein, un poumon quasi blanc à 3 litres d'oxygène, c'est un OAP, un poumon quasi blanc ou intubé ventilé où vous galérez avec la PEP, c'est un SDRA. C'est pareil pour l'échographie pulmonaire. Hein. Le mismatch de la quantité d'images que vous voyez avec le peu de besoin en oxygène oriente vers de l'insuffisance cardiaque aiguë plus qu'un processus d'agression pulmonaire intrinsèque. L'algorithmique des réanimateurs, c'est ça. Je vais passer vite parce que je trouve ça trop compliqué et en plus, ça a été fait en réanimation et donc voilà, ça reste à mon avis un algorithme réanimatoire, mais pour des soins continus de cardio avec des patients un peu moins sévères, je suis pas certain que cette algorithmique tienne. Alors c'est sûr, hein,
On peut voir des trucs dramatiques aussi hein, en échographie pulmonaire, notamment dans un contexte réanimatoire. Hein. Vous voyez là une probable gangrène pulmonaire. Il n'y a pas d'autres images de ce style à ma connaissance de publier. Bon, le patient n'allait pas très bien et ça s'est assez rapidement terminé, mais vous voyez que c'est un poumon qui a été complètement liquéfié. Bon, si du coup vous êtes réanimateur ou vous faites des gardes en réa, petit coup d'échographie pulmonaire, ça peut vraiment rapporter gros parce que là, voilà, la seule façon probablement de sauver des patients comme ça, c'est de les amener directement au bloc opératoire, même si le pronostic est vraisemblablement effroyable. Voilà, donc c'est ça l'algorithmique très pratico-pratique que je vous suggère, qu'on est en train de tester dans une étude multicentrique actuellement. Donc je ne peux pas vous garantir sur facture que c'est ça qu'il faut faire, mais bon, c'est ça que je fais en tout cas après quelques années à avoir intégré l'échographie pulmonaire dans mon arsenal. Plus de 3 lignées, il y a une faute de frappe dans une zone de façon bilatérale. À droite, du coup, et à gauche, bah, c'est de la congestion pour moi. Si vous en avez que d'un côté ou que vous avez une condensation, c'est de la pnéumopathie. Si vous n'avez rien, vous allez voir les points postérieurs, hein, les bases des poumons, pour aller identifier des condensations, hein, pour aller identifier des pneumopathies postérieures, qui sont quand même assez fréquentes, notamment chez le sujet âgé. Vous pouvez voir aussi un épanchement pleural. Et puis, si vous n'avez rien, c'est de la bronchite chronique. Donc voilà, il y a encore un certain nombre de flèches, mais c'est quand même pas mal plus simple que l'algorithme juste avant que je vous ai montré. Vous avez des lignes B de façon bilatérale dans au moins une zone de chaque côté, congestion. Si c'est unilatéral ou condensation, pneumopathie. Si vous n'avez rien en antérieur, en ayant fait vos 8 points antérieurs, vous allez en postérieur pour débusquer une pneumopathie postérieure ou un épanchement pleural. Si vous n'avez rien, c'est de la BPCE. Je suis d'accord que l'embolie pulmonaire ne fait pas partie de cet algorithme. Pour ça, il faut faire un quick look sur les veines membrinphes pour améliorer votre scoring. Mais ça dépasse le scope d'aujourd'hui. Alors, l'échographie pulmonaire pour le cardiologue, c'est utile à la sortie d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Hein, on a montré, il y a non, pas encore 10 ans, 7 ans, 7 ans que c'est hyper associé au risque de réhospitalisation et de décès. Hein. Les patients qui ont beaucoup de lignes B, qu'on appelait comètes à l'époque, qui sont ici, ils ont 80% de chances d'être morts ou d'être hospitalisés à 3 mois en sortant d'hospitalisation, alors que s'ils ont pas beaucoup de congestion pulmonaire, pas du tout ou pas beaucoup, ils ont 10% de chances d'être hospitalisés. Donc du coup, forcément, hein, voilà, la congestion résiduelle évaluée par échographie pulmonaire, c'est extrêmement associé au devenir des patients, donc ça devrait intéresser les cardiologues. C'est un outil tout terrain, hein, vous pouvez le mesurer en début d'hospice, en fin d'hospice, que le patient soit en FA, qu'il ait une fraction d'éjection altérée ou au-dessus de 40%, quel que soit le contexte, comme c'est très low-tech, ça marche. Oui, parce que vous imagez directement dans l'eau, dans le poumon. Donc, quel que soit le contexte, ça marche bien. Et en contexte ambulatoire, ça marche aussi très bien. Si vous avez plus de 3 lignes B en score global, en 8 zones, hein, vous allez poser 8 fois la sonde sur le thorax si vous débusquez en tout au moins 3 lignes B, votre patient il a 4 fois plus de chances d'être hospitalisé pour insuffisance cardiaque ou de mourir dans les suites de votre consultation. Donc, que ce soit en aigu ou en consultation, ça vous sert d'avoir l'échographie pulmonaire. Alors, avant, pendant des années, je racontais qu'il fallait faire ça, mais j'ai abandonné. On parlait de méthode 28 points. 28 points, c'était ça. Hein, donc, on allait mesurer, on allait mettre la sonde à 28 endroits sur le thorax. Bon, c'est rapide, mais faut être déjà un peu plus entraîné. Et puis, je vais raconter ça pendant des années. Ça ne prend pas. Donc, je pense que raisonnablement, actuellement, on peut aller sur la méthode plutôt 8 zones qui sert à la fois pour le diagnostic, 3 lignes B sur une zone sur 4 à droite et à gauche, vous avez de la congestion. Et pour le pronostic, si vous avez un score de 3 lignes B ou plus, vous êtes à mauvais pronostic. Le seul bémol, c'est que comme pour le BNP probablement, le patient a un peu son propre contrôle. Du coup, voilà, notamment en insuffisance cardiaque avancée, il y a des patients qu'on n'arrive pas à remettre complètement décongestionnés sur le plan pulmonaire.
et vous tolérez d'avoir 3-4 lignes B, et vous savez que chez ce patient-là, bah, ça va pas bien quand il est plutôt à 6-7 lignes B, où là, vraiment, ça va pas du tout. Voilà, donc j'abdique pour le 28 points, le 8 points en 8 zones que je vous ai montré hein, pour le diagnostic. Je pense que c'est raisonnable actuellement. Du coup, avec un score sur 80, hein, vous pouvez avoir 10 par endroit où vous mesurez à 8 endroits différents. Du coup, vous avez un scoring à 80. Et c'est d'ailleurs en fusionnant les 28 points et les 8 zones qu'on a publié cette méta-analyse et où vous voyez qu'on a bien mis un score à 3 pour 8 zones en patients ambulatoires et 3 en 8 zones à la sortie d'hospitalisation. Je pense que c'est raisonnable de passer à ce système. Et d'ailleurs, on a une review là qui a été acceptée il n'y a pas très longtemps qui va dans ce sens-là. Alors, quid du temps? Eh ben, c'est hyper rapide. Hein. Diagnostiquer un OAP, ça vous prend moins d'une minute. Donc, c'est quand même, c'est même à se demander s'il faut continuer à discuter avec les gens, tellement c'est plus rapide hein, d'utiliser l'échographie pulmonaire plutôt que tout le reste. Voilà. Hein, vous avez 1 ou 2 points positifs, enfin, au moins un point positif à droite et à gauche, et ben, c'est gagné. Quantifier la congestion pulmonaire, c'est un peu plus long, je suis d'accord. Alors moi, je dis souvent que ce qui prend le plus de temps quand même, souvent, c'est d'allumer l'appareil parce que bon, j'ai mis moins de 3 minutes pour être charitable. En pratique, c'est vraiment très très rapide, quoi. Hein, vous le faites ça en échoscopie, c'est vraiment le prolongement de l'examen clinique et du coup, c'est extrêmement rapide. Petit truc et astuce, si vous utilisez un appareil ultra portable pour bypasser le temps d'allumage, vous allumez l'appareil quand vous discutez avec le patient ou quand vous l'examinez. Hein. Ensuite, le gel, bah oui, vous allez faire plus de points que sur un écho-cœur. Du coup, faites-vous un stock de gel comme font les radiologues. Alors, il ne faut pas 14 kilos. Hein, vous allez mesurer juste 8, enfin, mettre votre sonde 8 fois sur le thorax à peu près. Mais bon, faites-vous un petit stock de gel. En plus, vous le mettez sur l'angle de l'ouïe comme repère anatomique. Et ensuite, si vous n'avez pas envie de palper partout et pour gagner du temps, à mon sens, le fait de glisser une fois qu'on est dans le deuxième espace fait gagner un petit peu de temps. Hein, vous vous mettez au niveau du deuxième espace intercostal contre le manubrium, enfin contre le sternum. Vous allez glisser en axillaire antérieur. Vous vous mettez au quatrième espace intercostal, vous glissez en axillaire antérieur. Et pareil, de l'autre côté, vous avez très rapidement vos 8 points qui ont été enregistrés. Petit truc aussi, pour les BMI supérieurs à 30, notamment chez les femmes, ça vaut le coup d'augmenter la profondeur hein, parce que c'est pas une profondeur fixe qui vous intéresse, hein, c'est qu'il faut imager de l'ordre de 8 cm. Enfin, 6-8 cm sous la plèvre. Du coup, si la plèvre est plus loin, vous augmentez la profondeur. C'est QFD. Donc ça, c'était pour vous dire le sliding sur le même espace. Voilà. Et puis en pratique, il faut intégrer l'échographie pulmonaire à votre pratique. C'est d'autant plus facile quand vous avez accès facilement à un échographe ultra portable, mais en faisant le tour, à mon sens, voilà, hein, ça va changer votre façon d'exercer la médecine si, quand vous ne savez pas trop, vous en référez à une évaluation objective de la congestion pulmonaire via l'échographie pulmonaire. Pour moi, c'est le prolongement de l'examen clinique. Dernier truc, alors après avoir fait un certain nombre d'ateliers par Mons et par Vaux et tout ça, j'ai remarqué que le défaut le plus fréquent, c'est de ne pas anguler la sonde quand on remonte. C'est-à-dire que les côtes, elles sont attachées plus haut en arrière qu'en avant, d'accord, hein, dans le dos que sur le sternum. Et du coup, quand vous êtes en axillaire, il faut anguler un peu la sonde à, en gros, 40 degrés, je pense, pour suivre le trajet des côtes. Si vous restez sur la même angulation, du coup, vous allez avoir un cône d'ombre de chaque côté qui va vous gêner un petit peu. Donc voilà, il faut tourner la sonde pour suivre l'axe des côtes. Par ailleurs, toujours rester perpendiculaire au thorax. Et quand vous êtes en axillaire antérieur ici, zone qu'on n'a pas trop l'habitude d'imager quand on est cardiologue, souvent on perd un peu cette angulation, on est trop antéro-postérieur. Voilà, il faut becquer sa sonde pour garder une sonde qui est perpendiculaire à la surface de la peau. Donc voilà, c'est les deux défauts les plus fréquents que je vois chez
chez les opérateurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, et je vous conseille de faire attention à cette problématique-là. Voilà, ce qui fait qu'en consulte, pour un patient qui vient avec Disney NIA 2 fort, où il n'y a pas de biologie, pas de crépitant, pas d'œdème, pas de relevé de poids, on ne sait pas trop, et puis en plus il a 9 de tension, et moi je m'embête pas, je fais une échoscopie, il a 5 lignes UB sur 80, 2,3 de veine cave, je lui augmente les diurétiques, et puis voilà, c'est bon sens près de chez vous, et je me fais moins de nœuds à réfléchir en disant peut-être que non, je préfère mesurer et agir en fonction de mesures. Alors, j'en conviens que pour l'instant, il y a quand même 3 petits essais, certes, mais 3 essais très positifs sur l'amélioration du pronostic quand vous utilisez l'échographie pulmonaire en post-hospitalisation principalement. C'est d'ailleurs, j'ai pas insisté sur ce point. Ah, je peux pas revenir avant. Oh là. Bon, voilà, c'était. Bon, ça va beaucoup trop loin. C'était ce point-là. Hein, regardez, vous avez 3 essais qui vous montrent que vous divisez par 2 le risque de mortalité ou d'hospitalisation quand vous orientez votre traitement en fonction de l'échographie pulmonaire. Bon, du coup, certes, c'est en contexte post-aigu, ça, mais c'est des preuves déjà relativement probantes de l'amélioration du pronostic lorsqu'on utilise l'échographie pulmonaire. En tout cas, moi, j'ai intégré ça depuis 10 ans quasiment dans ma pratique de consultation et d'ailleurs d'hospitalisation dans un certain nombre de cas. Allez, une petite validation de lecture pour la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, le contraste n'est pas génial, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. C'est pas tout noir. Vous voyez des choses qui se baladent. Donc, clairement, cette zone est très positive. Une deuxième validation de lecture. Bon, on voit pas de grandes lignes laser qui se baladent. On a une plèvre avec un sliding, donc du coup, cette zone est normale. Troisième validation de lecture. Alors là, c'est intermédiaire. Vous voyez une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici. Donc, ça bouge assez vite. C'est sur le Disney aigu, ça. Donc, le scoring est de l'ordre de 3 ou 4. Dernière image, je pense. On a des soucis de retransmission. On va la passer. Elle bug manifestement. Voilà. Donc, face à des images comme ça, maintenant, vous saurez que c'est des lignes B, que, bon, ici, il y en a 3 ou 4. Ça ralentit à cause de la retransmission, que ici, il y en a énormément. Voilà, vous allez être suffisamment à l'aise, en tout cas, pour développer votre expérience et puis intégrer ça à votre arsenal. Vous pourrez revoir ces images pour remettre bien en mémoire l'évaluation qu'on peut avoir, et je pense que c'est vraiment en incluant ça à votre pratique que vous allez très rapidement progresser. Je suis désolé pour les difficultés techniques, ça bug pas mal là, mais ok. Donc la synthèse, c'est tout noir, c'est bien, c'est tout blanc, c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Méthode 8 zones universelle, on va dire, pour le diagnostic, 3 lignes B ou plus dans une zone de chaque côté, insuffisance cardiaque aiguë, en tout cas, il y a un niveau de congestion pulmonaire qui est compatible avec une dyspnée aiguë. Pronostic, au moins 3 lignes B sur l'ensemble du thorax, sur un score du coup sur 80, 10 par point que vous mesurez, 8 points, donc 80 de score maximal. Et ce seuil est vrai en ambulatoire. En sortie d'hospitalisation, ces patients qui ont de la congestion pulmonaire résiduelle, ils sont à mauvais pronostic. Et pour implémenter le mieux possible l'échographie pulmonaire, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple avec un échographe ultra portable, sans faire de pub. Toutes les marques en font maintenant quasiment. Voilà, donc je pense vraiment que le futur de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, tout particulièrement sévère, comporte l'échographie ultra portable. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci Nicolas, c'était super. À Toulouse, dans mon bureau, j'avais réuni tous les internes qui sont à l'USIC à l'heure actuelle. Et on avait déjà parlé, on n'est pas bon en échographie pulmonaire, mais du coup, on est en début de stage et là, tu nous as super motivé tout le monde. Donc, je t'en remercie. Et j'espère qu'on pourra te faire un état des lieux de nos avancées dans 6 mois et qu'on sera tous super bien formés. Avec plaisir. Vous pouvez enregistrer aussi des boucles pour que je vous fasse des retours si vous voulez. On fait ça pour les validations de lecture et tout ça pour les études. Donc, on peut tout à fait faire ça.
Alors, j'ai peur de tout. Si j'appuie sur la croix, j'arrête de partager mon écran, c'est ça? Ou je T'appuies. ferme la réunion? Ah non, il faut Non, que ça, j'appuie là. ouais, Voilà, ça y est. on a eu Et ça. on partagera peut-être les trucs compliqués, comme ça tu nous diras ce que tu en penses. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on va s'y mettre de plus en plus. Je sais pas si tu le fais, toi, Guillaume. On le fait, nous, la difficulté, c'est surtout l'échographe portable. Et puis là, je vois qu'on a eu quelques sous suite à l'arrivée des études dans le service. C'est pas énorme, mais ça fait une petite bourse. Donc, je vais essayer d'aller négocier pour aller acheter un échographe portable parce que c'est vraiment motivant pour la consultation. C'est Et 10 nous, 000 on l'a euros. souvent. Non, ça peut être C'est dit. 6-7 000. Ça peut être 6-7 000. Il y a aussi le système de leasing. Philips fait un système en leasing où il vous livre une sonde à connecter avec une tablette et c'est beaucoup moins cher. C'est de l'ordre, mais bon, c'est peut-être 1 000 euros par an quand même, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est souvent plus facile dans les structures publiques de payer un peu chaque mois que d'avoir un investissement, quoi. Ah, c'est une bonne idée, ça, je savais pas. Mais, Merci. mais voilà, peut-être effectivement sur les réglages du LVAD en début, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder, par exemple. Et puis, bien sûr, dans l'insuffisance cardiaque avancée, où on a souvent des patients qui gardent des pressions pulmonaires assez élevées, malgré des pressions droite-basse. Donc là aussi, de pouvoir à la fois faire la veine cave inférieure et l'écho pulmonaire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Et il Et y a un Nicolas, truc, hein, justement là-dessus, Guillaume. Je suis persuadé, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit assez souvent, c'est pour un même niveau de pression gauche, tu peux avoir une quantité de congestion pulmonaire très différente. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes adaptatifs. Hein. Heureusement, si tu veux, parce qu'autrement les mecs qui ont toujours des pressions élevées, ils seraient en OAP permanent. Et du coup, au-delà de la pression, qui est un vrai marqueur de gravité hémodynamique, de voir la quantité d'eau qui passe en vrai dans le poumon, et bah, c'est un élément supplémentaire qui est plus proche de la clinique, en fait, du niveau de dyspnée. D'autant que la quantité d'eau que tu vas mettre dans tes poumons, elle dépend du statut inflammatoire, même si on n'a que gratté la surface pour l'instant. Pourquoi l'hiver, on est occupé par toutes ces congestions pulmonaires dont le trigger est infectieux? Bah parce que, vraisemblablement, l'infection va faire de l'inflammation qui va favoriser l'extériorisation de liquide dans les alvéoles à un niveau de pression équivalent. Et donc d'aller au plus près de la source finalement en faisant l'écho pulmonaire, probablement tu rajoutes une strate qui fait du sens sur le plan conceptuel. Et petite question, tu sais, on a chez nos patients insuffisants cardiaque avancé, en effet, des mécanismes d'adaptation. Et on a des patients avec des niveaux de pression très élevés. Et à l'auscultation, pas grand-chose. On a peut-être une lame pleurale, mais en tout cas, à l'auscultation, tu n'as pas de crépitant, quoi, pour parler très clairement. À l'écho, ils peuvent être ou pas en surcharge avec toutes les limites de l'évaluation des pressions à l'écho, selon moi, et pas que moi. Et chez ceux-là, tu C'est peux qui est avoir. d'accord avec toi, donc ça va. Et est-ce que chez ceux-là, tu peux, alors même que tu n'as pas de crépitant clinique, avoir tes lignes B là comme ça? Ah bah oui, oui, ah bah ça c'est sûr. T'as de l'ordre de 20, ça dépend des populations, hein, mais chez les patients ambulatoires, il y a un beau papier de pédicorie qui montre que chez les patients qui n'ont pas de crépitant, tu en as de l'ordre de 20% où tu identifies de la congestion pulmonaire échographique. C'est Et énorme. que c'est associé aux autres marqueurs de congestion et c'est associé au risque d'hospitalisation. Donc c'est beaucoup plus fin que l'auscultation. Hein. Surtout l'auscultation en 10 secondes alors qu'il y a du bruit autour et tout ça, ou quand tu vois l'auscultation avec la CPAP ou bon, c'est bien gentil, hein, mais ça va pas beaucoup t'avancer que l'écho, ça reste utilisable. Super. Merci beaucoup, hein, Nicolas, pour ce deuxième topo excellent que tu viens de nous faire. Eh ben, merci à vous. J'espère que ça contribuera à lancer l'élan. À force, il y a d'autres pays qui s'y mettent plus que nous. Hein. Alors, je me fais vanner un peu dans les conférences internationales parce que du coup, j'en ai fait pas mal des papiers sur les pulmonaires, mais ils me trouvent particulièrement mauvais pour la diffusion du coup. Donc, si vous contribuez à améliorer la diffusion en France, je suis très content. Eh bien, on on va va essayer. remettre le lien vers la première vidéo, comme ça, effectivement, ça complétera encore un petit peu plus. Et là, je pense qu'il n'y aura pas d'excuse pour ne pas savoir faire et ne pas faire d'écho pulmonaire. Super. Merci, Un grand Nicolas. merci à vous. Ciao, bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci à tous.